Il a fait sa révolution, Laurent Vimont, il y a 8 ans avec un programme baptisé Oxygène où l'on a nettoyé le réseau et on l'a mis à l'heure du digital. Il va nous en parler avec l'enjeu technologique que ça représente parce qu'on visite encore physiquement un appartement, mais on le consulte sur Internet. Avant d'expliquer la stratégie que vous avez pour un groupe comme Century 21, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes à cheval, vous, entre un réseau physique, parce qu'il y a encore quand même cette envie d'aller visiter l'appartement qu'on va acheter, et puis le fait de devoir être sur Internet, parce que c'est là qu'on va trouver éventuellement l'appartement qu'on voudrait visiter. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si vous en discutez avec d'autres PDG de grands groupes, une espèce d'obsession chez les patrons de se dire, on a un brouillard devant nous, là, à 10 ans, on nous parle d'intelligence artificielle, d'investissement stratégique à faire, on n'y voit pas grand-chose et donc on se focalise sur tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de cet inconnu-là ? Bonsoir. Bonsoir. La période qu'on vit est une période absolument incroyable, qui est pour moi une cure de jouvence. Il y a peu d'hommes qui ont la chance dans leur vie de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu l'imprimerie, l'électricité et maintenant le digital. Et on peut choisir de le vivre avec inquiétude ou avec gourmandise. Moi, j'ai choisi la gourmandise. Je suis gourmand. Et il est évident qu'il est aujourd'hui impossible de prévoir à 1 an, 2 ans, 3 ans ce qui va se passer. L'image que je prends souvent, c'est que cette révolution est une espèce de vague qui nous arrive dessus et qu'une vague, on ne peut que la surfer. Donc il faut vite apprendre à surfer. Et que les choses ne sont ni blanches ni noires. On fait le grand écart en permanence entre la relation client qui démarre par « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Et si ce bonjour n'est pas au rendez-vous, tout le reste s'écroule, qu'il soit intelligent ou pas. Et moi, je suis de ceux qui militent aujourd'hui pour le retour à l'éducation des commerciaux comportementale. Comment on serre la main à quelqu'un, comment on le regarde dans les yeux quand on dit bonjour, comment on apprend à l'écouter, à le décoder, parce que je suis un vendeur et j'aime les vendeurs. Et les vendeurs sont des gens, on parle d'analyse prédictive, qui vendent des objets à des gens qui ne voulaient pas forcément les acheter. Il y a dans cette salle des tas de gens qui ont acheté un truc qui n'était pas prévisible, parce qu'ils ont eu, on dit, un coup de cœur. Et donc l'idée, et je vais le formuler différemment, pour moi c'est une obsession, c'est de devenir ni Kodak, ni Virgin. De ne pas devenir des boîtes qui ont refusé, qui n'ont pas vu tous ces changements. Après, il y a une autre théorie, c'est qu'il va falloir essayer, il va falloir se tromper. Et donc accepter les erreurs. Et je prétends que ceux qui ne se sont pas trompés n'auront pas assez essayé, parce que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, mais que si vous n'essayez pas le chabot, pour ne pas le citer, et que ça fonctionne bien demain, vous serez en retard sur les autres. Donc l'idée, c'est de tester en permanence, d'avoir des équipes qui sont agiles, et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un projet qui s'appelle Oxygène, parce que Oxygène, ça illustre l'esprit qu'on a, c'est dans l'air en permanence, ça ne se voit pas, c'est indispensable pour respirer, pour vivre, comme le digital. Mais chez nous, par exemple, il n'y a pas de pôle digital. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas voulu avoir un directeur spécialisé et un service là-dessus. Il y en a partout, tout le temps en permanence. Alors, dans les comportements, on chasse ceux qui disent c'était mieux avant, et on a toujours fait comme ça. Voilà, ceux-là, on s'en sépare en général, et on prétend que c'est extrêmement excitant de participer à l'aventure, de la vivre, et puis on va se tromper, c'est sûr on va se tromper. On teste en permanence plein de choses, on s'interdit rien. Et on pense que, comme quand on est incubateur, et ben un jour il y a une licorne qui sort. Si on n'a pas investi sur les autres, on ne l'a pas. Donc, trompez-vous. Oui, alors ça, c'est pas français du tout. Pas du tout. C'est très américain, mais alors pas du tout français. Laurent Vimont, on parlait de prédictif avec Alice Zaguri à l'instant. Vous êtes dans le marketing prédictif. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Parce que je pense que c'est vrai chez vous pour l'immobilier, mais ça doit exister dans pas mal d'entreprises auxquelles vous appartenez, vous qui êtes là. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est agent immobilier, faire du marketing prédictif ? Peut-être juste en amont, dans ce qu'on utilise des nouvelles technologies, on se pose toujours 2 questions. En quoi c'est utile dans la relation client et en quoi c'est utile dans les performances commerciales des collaborateurs ? S'il n'y a pas oui ou 2 réponses, on n'y va pas. La techno est au service des performances, relations clients et équipe commerciale. Dans mon métier,
qui a une image exceptionnelle, puisqu'on est juste au-dessus des députés en termes d'image auprès des consommateurs. Ouais, je pense que les journalistes sont pas loin non plus. Hein. Non, je crois que vous êtes devant nous. Non, vous êtes devant nous. On part de bas, donc c'est vachement intéressant et facile de grimper une marche. La marche n'est pas tellement haute. Il suffit juste de rappeler le client quand il a déposé un projet qui est son projet de vie à 200 000 €. Et parfois, ils oublient de le faire. Voilà, donc ils ont trop de clients, c'est un métier qui est trop facile. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Sur le prédictif, on a un avantage sur plein de métiers, c'est que le bien que nous vendons ne bougera quasiment jamais. Et que donc, nous suivons ceux qui l'achètent et qui le revendent. Et que sur le marketing prédictif, on n'est pas encore capable, mais ça avance, de scénariser les comportements d'un couple qui a acheté, qui n'a pas d'enfant, d'un couple avec un enfant de 12 mois et d'un couple avec 2 enfants, et de commencer à imaginer que ce couple-là va vendre à 4 ans, celui-là à 6 ans, et donc d'être en amont de la revente. Parce que, pour l'anecdote, je raconte de belles histoires. Je précise quand même que les gens de Century 21 passent leur temps à dépenser de la pub pour capter des clients qu'ils ont dans leur base de données. Voilà. Et qu'on pense qu'il n'est pas forcément stupide, un jour, de les travailler. L'anecdote, c'est que dans les bases de données du réseau, il y a encore 8 ans, un client qui avait acheté chez nous s'appelait « ancien client ». Sauf que dans 5, 6, 7 ans, il va revendre. Donc c'est un futur client. Donc on a un travail sémantique à faire et puis un travail de gestion des bases. Ils dépensent leur argent à recapter des contacts, des leads qu'ils ont dans les bases. Donc on sait qu'avec nos bases qui sont extrêmement riches, puisqu'on a l'avantage d'avoir le nom, le prénom, dans la promesse de vente, il y a quasiment tout sur celui qui a acheté. On sait tout de lui. Et notre idée, c'est d'imaginer qu'on doit pouvoir garder un lien qui n'est pas seulement commercial avant qu'il ne revente. Ça peut être proposer une estimation de son bien, ça intéresse tout le monde tout le temps, mais ça peut être aussi croiser de l'information locale, les agents connaissent parfaitement en général les secteurs, et de proposer à une famille qui a un enfant de 8 ans de l'inviter à la journée porte ouverte du club de foot de je sais pas quoi. Il faut croiser des milliers d'informations pour arriver à le faire, mais c'est tout à fait possible. Vous donc, gardez le contact, vous restez c'est ce qu'on a dans les de la cartons famille, et ce qu'on voudrait faire sans être trop intrusif, en proposant aux gens d'y aller. Au passage, la RGPD a été une occasion unique de remettre les bases à niveau et exploitables. C'était une contrainte qu'on a transformée en opportunité. Mais l'idée, c'est vraiment de s'appuyer dessus en considérant quand même que le prédictif, dans la vente, c'est particulier. Dans l'immobilier, 70% des gens achètent un logement différent de ce qu'ils ont demandé à l'origine. Et que, entre le rêve, le budget et le projet, il y a des écarts absolument insensés sur la situation du bien, sur le budget qui peut augmenter de 50 000 €, sur le nombre de pièces, et que le bon négociateur, appelons-le comme ça, c'est quelqu'un qui ne pourra pas dire au début « vous ne pourrez pas acheter ça », mais qui va petit à petit aider le client à faire quelques concessions, l'aider à aller racler un peu les fonds de tiroir pour trouver auprès de la famille les 15 000 € qui manquent. Donc, prendre un ensemble de risques qui sont pour l'instant pas modélisables à mes yeux, parce qu'il y a un truc qui est particulier dans la vente, c'est l'instinct. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Pour l'instant, c'est pas modélisé. Moi, je crois à ces vendeurs qui sont capables d'oser proposer à un client qui veut acheter une maison, rien qu'une maison, un appartement. Ça marche très très bien. Alors, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire à l'IA. C'est pas vrai du tout. Je pense que ça peut venir en complément, en renforcement, souvent à l'absence de relations commerciales. Je prends un exemple. Dans le logiciel qu'on a développé dans le réseau, on a, au tout démarrage, inséré un système qui fait que quand un commercial n'a pas relancé son client pendant 30 jours, ça envoie un mail. « Bonjour, comment allez-vous » C'est tout bête, ça a fait un carton. On a automatisé, quand un client fait une demande d'un logement, un rapprochement avec les biens en stock. Quand un bien est rentré en stock, ça rapproche automatiquement les acheteurs potentiels. Donc, on a essayé d'utiliser les technologies au service d'eux, sans être ou l'un ou l'autre. On pense que les deux sont parfaitement complémentaires. Laurent Vimont, on parlait justement de cette concurrence des nouveaux entrants et Airbnb. Vous avez annoncé, vous, ce matin, première mondiale, que vous aviez signé un accord avec Airbnb pour faire la gestion de la sous-location. Alors déjà, peut-être que tout le monde n'a pas entendu cette information, qui était pourtant très bien exposée sur une excellente radio matinale. À 6h15. À 6h15, mais sur RTL quand même. Oui, mais il y avait plus d'1 million d'auditeurs, il faut le savoir. Et donc, en quoi ça consiste et en gros, pourquoi vous êtes allé sur un terrain qui vous échappait, quoi, en gros, jusqu'à maintenant? Alors, juste avant, je reviens sur Uber. Il y a un paradoxe, c'est que tout le monde veut être Uber,
mais pour l'instant, il y a un Uber. Et il y a un paquet qui... Et il n'est pas rentable. D'accord ? Et que Uber a une techno qui a rendu possible une révolution incroyable pour les consommateurs. C'est d'être accueilli par un chauffeur souriant, avec une cravate, qui vous ouvre la porte. Et comble du luxe, il y avait une bouteille d'eau dans la voiture. Vous vous rendez compte de cette révolution digitale et de... Donc ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, il faut revenir à la base du commerce. Il faut arrêter les conneries. Ouais. La révolution Uber, c'est pas une technologie. Alors on dit économie collaborative. Ouais, c'est une façon de voir les choses, mais c'est pas le débat de ce soir. Tout le monde rêve d'être Uber, mais tout le monde n'est pas Uber. Et la notion d'ubérisation, pour moi, c'est une vaste fumisterie. Bref. Pour en venir à Airbnb, le marché de la sous-location est un marché compliqué parce que seul un propriétaire peut louer son appartement s'il le souhaite. Un locataire n'a pas le droit de le faire. Il ne peut pas le faire si le propriétaire ne donne pas son accord. Seulement, il y avait un marché un peu gris de locataires qui louaient un peu discrètement. Et un jour, je rencontre le patron d'Airbnb qui me dit « Est-ce que vous êtes un homme digital ?» Je dis « Écoutez, je crois, j'ai des doigts, donc je suis digital, par définition. Est-ce qu'on peut parler avec vous ?» Je dis « Oui, on peut parler ensemble. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire des choses ?» Pas tout, oui, mais on peut faire des choses. Et il m'a dit, voilà, est-ce qu'on peut se revoir? Donc on s'est revus, on a papoté, et on a imaginé qu'on pouvait structurer une offre intelligente en associant deux boîtes qui n'étaient pas faites pour discuter, dans l'intérêt suprême du consommateur. Je m'explique. Les locataires, 60% à Paris, payent leur loyer très cher. C'est comme ça, c'est le marché. Vous pouvez remercier la mairie de Paris, qui ne produit pas assez de logements en France, qu'en cas de les loyers, bref. Ils sont responsables de la pénurie de logements, ça fait monter les prix. La conséquence, c'est que les locataires étudiants, par exemple, qui ont un bail de 3 ans, doivent quitter ce bail en juin parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le loyer. Parce que des gens qui gagnent 3 000 € par mois n'ont pas les moyens de garder le logement et qu'en sous-louant leur logement le week-end, ils pourraient gagner un petit peu d'argent, 200 €, 300 €, et donc améliorer leur pouvoir d'achat. Et de ce constat-là, on a construit un bail qui est unique pour l'instant, qui prévoit 3 choses. La première, l'accord du bailleur pour se louer son appartement. La deuxième, ne pas dépasser les 120 jours que la loi impose. Et la troisième, c'est de ne pas toucher en équivalence de sous-location plus d'1 an du loyer que vous payez. Et pour que ça soit attractif pour tout le monde, on a dit on va partager les revenus. Et donc on a décidé qu'il y avait une clé de répartition, 70% pour le locataire qui fait le travail de mise en sous-location, 23% pour le propriétaire, et c'est une grande première, parce qu'il va toucher quelque chose, et 7% pour l'agence 121 qui fait le travail administratif. On lance ce test à Paris, on a déjà de très très bonnes remontées, et on pense qu'on va permettre à des gens d'améliorer leur quotidien, de fluidifier un marché, non pas en l'encadrant, mais en le régulant un petit peu. Oui. Alors, on a eu pas mal de commentaires positifs, on a quelques commentaires négatifs de la part d'une corporation qui loue des chambres, mais c'est un autre sujet. Oui. Moi, je prétends que cette vague, on ne peut pas aller contre. Par rapport à ce que je disais avec Alice il y a 2 minutes, c'est que c'est assez malin aussi pour vous, acteurs traditionnels du marché de l'immobilier, de remettre un pied dans la porte de ce marché qui était pour l'instant entre les mains d'Airbnb. La vague. Vous surfez. Elle est pas, moi, j'apprends à surfer tous les jours. Elle n'est pas évitable et il faut en permanence changer, s'adapter, parler avec Laurent Soli, patron de Facebook, qui vous parle des chabots et de Messenger, qui deviendra demain un relais de communication entre les clients, plus puissant que n'importe quelle campagne de communication, avec Twitter, qui est une espèce de porte-voix exceptionnelle. Aujourd'hui, on vend des logements, on fait des promotions de logements pour 7 € sur Facebook. Mais l'avantage, c'est contrairement à des sites portails, on recueille des informations des clients acheteurs, nombre de vues, nombre de likes, les commentaires des gens qui sont restitués aux vendeurs. Donc ça fait une relation personnalisée. Et il faut être créatif, inventif, encore une fois prendre des risques et considérer qu'il faut tout essayer. Je l'ai dit en préparant le sujet, sur la façon de faire les choses. Il y a dans cette salle une patronne d'une concession que je connais depuis 25 ans et qui est très inspirante dans la façon de traiter ses clients. Et un jour, je vais dans sa concession mettre ma voiture en révision et puis le chef d'atelier, que je connais depuis 20 ans, il me dit « Bonjour monsieur, donc nous sommes bien d'accord, nous allons d'abord vérifier. » Et le mec, il déroule une liste de points. Mais je dis « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Il parle comme un robot. Qu'est-ce qui vous arrive ? Parce que je suis obligé, la marque a imposé des concessions, maintenant un process, quoi. Des process.
Mais je dis, on se connaît. On se tape dans la main d'habitude. Ah oui, mais si je fais pas ça, ils vont vous appeler et je vais me faire engueuler. Et ça, c'est les limites des systèmes qui ne sont pas au service des clients. Imposés souvent par quelqu'un qui n'a jamais vu le client de sa vie et qui impose à quelqu'un qui fait bien son métier un truc dans lequel il n'est pas à l'aise. Tape-moi dans la main, je t'envoie mes clés et on fait comme d'habitude. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et là, j'étais perdu. Voilà. Alors c'est peut-être fait pour celui qui ne fait pas bien son métier, parce qu'il y en a aussi forcément dans le réseau. Oui, Il n'y a pas que des bons mais un mécaniciens. sourire, ça remplace tous les process du monde. Donc la machine au service de l'homme. C'est pas contre, c'est avec. C'est comme l'histoire de l'égalité homme-femme. C'est pas contre, non mais c'est pareil, c'est avec. Oui. On est plus fort à deux que tout seul et le robot va être au service d'eux, va accompagner, faire les choses plus rapidement. Ceux qui font de la relance savent qu'avec un ordinateur, depuis 20 ans, on va plus vite qu'avec un fichier. Vous savez, les Rotolex qu'il fallait tourner pour trouver le numéro de téléphone. Voilà, on gagne du temps. On est plus performant, mais on ne peut pas s'opposer à ça, il faut faire avec. Merci beaucoup Alice Zaguri, cofondatrice de The Family, et Laurent Vimon, PDG du réseau Century 21. Merci à tous les deux.